Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Le lundi 2 septembre 2024 s'est ouvert le procès dit des viols de Mazan. C'est un procès historique qui risque de marquer un tournant dans l'appréhension des violences sexuelles en France. Voici les faits. Pendant près de 10 ans, Dominique Pellicot, un retraité de 71 ans, a drogué son épouse à son insu pour la livrer au viol de plusieurs dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Entre 2011 et 2020, Gisèle Pellicot a subi plus de 90 viols, filmés lorsqu'elle était inconsciente à son domicile au village de Mazan. Une liste de 83 agresseurs a été établie pendant l'enquête. 50 d'entre eux sont en train d'être jugés devant la cour criminelle du Vaucluse, aux côtés de Dominique Pellicot, pour viol aggravé. On va suivre ce procès de très près dans l'équipe des couilles sur la table. À ce jour, lundi 16 septembre 2024, la décision de justice est prévue pour la fin d'année. Mais en attendant, ce qu'on peut déjà constater, c'est que cette affaire suscite énormément de débats dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans notre entourage. Cette histoire, elle nous choque, elle nous bouleverse, elle nous interroge aussi sur la façon dont la police et la justice traitent les violences sexuelles. Et surtout, cette affaire nous rappelle, avec force, ce que les féministes expliquent depuis des années. Les violeurs ne sont pas des monstres. Ce sont des hommes ordinaires et ils sont parmi nous. Ici, les accusés ont entre 26 et 74 ans. Pour la plupart, ils ont fondé une famille. Ils sont pompiers, infirmiers, journalistes, chauffeurs routiers ou informaticiens. Avant qu'il soit mis en examen, Gisèle Pellicot décrivait son mari comme un super mec, bienveillant et attentionné, proche de ses enfants et petits-enfants. Bref, Dominique Pellicot et les autres accusés avaient tout du bon père de famille. Aujourd'hui, dans Les couilles sur la table, on vous propose de réécouter l'entretien que Victoire Tuaillon a mené en septembre 2023 avec Rose Lamy, militante féministe et autrice de l'essai « En bon père de famille ». Dans cet épisode, elle explique pourquoi cette notion tout droit sortie de notre culture patriarcale accentue notre déni collectif sur la banalité des agresseurs et sur la réalité des violences sexuelles. Salut, chers auditeurs. Vous engagez-vous à jouir de votre appartement en bon père de famille? C'est en lisant cette phrase dans le contrat de location de son appartement à Bruxelles que mon invitée, Rose Lamy, a sursauté. Si Rose Lamy sursaute, c'est que les bons pères de famille, quand on est féministe, on a plutôt appris à s'en méfier. Pas par préjugés aveugles, mais par bon sens scientifique, à force de statistiques. Rappelons qu'en France, tous les 2 jours, une femme est tuée par son compagnon ou son ex, que 215 000 femmes chaque année subissent des violences de la part de leur partenaire, qu'un Français sur 10 a été victime d'inceste, commis à 96% par des hommes. C'est bien dans les familles que se produisent l'essentiel des violences contre les personnes. Et même notre ministre de l'Intérieur le reconnaît. Les violences intrafamiliales sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et des gendarmes. Pourtant, on continue de faire comme si se comporter en bonus pater familias, en bon père de famille, cette vieille expression latine qui nous vient du droit romain, pouvait désigner le bon comportement d'un individu abstrait qui devrait servir de maître étalon aux autres. Et c'est ainsi que se perçoivent bon nombre des personnes, apparemment raisonnables, mesurées, modérées, qui un peu partout, de vos repas de famille aux chaînes de télé, en passant par les discussions entre collègues, dénigrent les actions féministes et minimisent les violences. Vous savez, ces gens qui ne peuvent pas être sexistes puisqu'ils ont des filles, ou ceux qui sont vraiment pour les droits des femmes, mais face à eux et à elles, nous avons besoin de concepts et de mots pour nous défendre. Et c'est exactement ce que propose Rose Lamy dans sa réflexion sur les bons pères de famille. Alors, bonne écoute. Bonjour Rose Lamy. Bonjour. Vous écrivez qu'il y a un point commun entre Alain Finkielkraut, un commentateur sportif, Jean-Luc Mélenchon, un harceleur sur Twitter, un écrivain hétérosexuel has-been, Éric Zemmour, Benjamin Mendy, un éditorialiste de chaîne d'infos en continu, ou le meurtrier Jonathan Daval.
Alors je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens ? Pour moi, c'est des gens qui défendent le statu quo et qui s'organisent, enfin en tout cas qui résistent, en s'organisant ou non, contre un discours que les féministes portent sur les violences sexistes et sexuelles. C'est un groupe de personnes qu'on voit pas forcément, qu'on met pas forcément en lien parce qu'ils sont pas au même endroit sur l'échiquier politique, ils font pas exactement le même métier, ils le disent pas de la même manière. Mais moi, j'avais cette intuition que le discours était le même. Et c'est pour ça que j'ai essayé de les rassembler sous un concept que j'ai un peu détourné, le bon père de famille. Mais c'est vrai qu'à première vue, il y a aucun point commun entre tous ces mecs-là, à part que c'est des mecs. L'adhésion à un discours contre les violences sexistes et la défense du système comme il est actuellement qui leur va bien, en fait. Et donc, c'est ce que vous appelez le discours des bons pères de famille, et c'est ce qu'on va voir dans l'entretien à partir de votre livre. Quelques mots de présentation. Oui. Vous êtes autrice et activiste féministe. Vous avez débarqué dans la sphère publique avec un compte Instagram qui s'appelle toujours « Préparez-vous pour la bagarre », qui est maintenant suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes, où vous décryptez, depuis 2019, les discours sexistes dans les médias. Ça a donné d'ailleurs lieu à votre premier essai, qui porte ce même titre. Vous avez ensuite travaillé sur le mouvement MeToo, en coordonnant et en écrivant dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Moi aussi, MeToo, au-delà du hashtag ». Et puis là, vous arrivez avec donc ce nouveau livre « En bon père de famille », qui est également basé sur beaucoup de récits dans les journaux, une analyse de ce qu'écrivent les journalistes et de votre collection de presse écrite, parce que vous ne décrochez jamais de l'actualité et vous continuez à l'examiner avec vos lunettes féministes. Et ce qui est troublant, c'est que cette grande passion pour les journaux et la presse écrite, en fait, elle vient de loin. C'est avec cette histoire que vous démarrez votre livre, avec un article de presse écrite qui vous concerne vous et qui concerne votre famille. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous raconter cette histoire ? Oui, tout ça, je l'ai découvert après la sortie du premier livre, donc c'est quelque chose que j'avais pas conscientisé. Mais effectivement, moi j'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans et ma mère avait mis un article de presse qui avait été publié dans la presse quotidienne régionale de mon village en Haute-Savoie, qui faisait l'éloge de mon père. Vraiment, il donnait son sang, il était conseiller municipal, il était bénévole au ski club, il emmenait les personnes âgées en vacances. Enfin, vraiment, quand on lit, on a l'impression que c'est Jésus-Christ. C'est le Jésus-Christ du village. C'est un héros. Un héros, ouais. Un héros total. Et moi, j'ai grandi avec cette image-là du bon père de famille, comme on me l'a décrit. Et donc, voilà, en fait, je me suis dit, c'est ma première expérience médiatique. Et cet article, ma mère l'avait découpé, parce qu'on est 4 filles. Elle avait déjà trouvé en 4 exemplaires, c'est pas des photocopies, elle avait 4 fois le journal, voire plus. Elle l'avait découpé et il était en page de garde de nos albums de famille qu'on avait chacune avec des photos de mon père. Donc vraiment, moi, je le consultais quand j'étais un peu triste, quand mon père me manquait. Voilà, et puis j'en rêvais, je me disais, ouais, il était vraiment fantastique, j'aurais voulu le connaître. Et donc, j'apprends... après la sortie du premier livre, qu'en fait, il était violent. Voilà, il commettait des violences intrafamiliales et conjugales, verbales, psychologiques et parfois physiques. Et c'est ma sœur qui me révèle le climax de cette violence, qui a été qu'une fois, il a braqué ma mère au fusil un soir où il était rentré. Donc là, je me dis, d'accord, il y a un fossé entre l'image du héros qu'on m'a vendu et ce qui est pour moi un homme violent, un homme coupable de violence, enfin, en tout cas... qui perpétrait des violences. Et là, mon monde s'écroule parce que moi, j'étais avec mes certitudes que c'était un héros. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ? Tout de suite, on peut basculer dans la binarité. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre, c'est ce que le système fait. On ne sait pas traiter les hommes violents. C'est soit les hommes sont des héros qui ont dérapé et qu'il faudrait pardonner, soit c'est des monstres qu'il faut complètement bannir de la société. Et moi, j'ai pas envie ni de dire que mon père c'est un monstre, ni un héros. Et donc, je voulais explorer ce qui est au milieu, quoi, la vraie violence, la violence... qui est systémique, qui est dans les foyers. La violence des bons pères de famille. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les met en dehors de la société ? Est-ce que... je pose la question. Moi, j'avais pas envie, et je le dis en conclusion, j'avais pas envie de le désaimer non plus. Parce que, soit je dis que c'est un monstre et puis du coup, je suis en colère toute ma vie et je suis pleine de haine, soit j'essaye de comprendre et de le resituer dans un système plus grand, sans le déresponsabiliser, évidemment, et sans excuser ce qui s'est passé. Mais je pense qu'en fait, on en est à un moment, j'ai l'impression, où... on répond de plus en plus précisément à cette question-là, de qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait des hommes violents dans nos vies. Vous, c'est votre père, c'est le mien aussi. Mon père aussi était violent. C'est notre cas à beaucoup, en fait. Ouais. Et évidemment, il n'y a que cette alternative qui est offerte. Or, il faut en inventer d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire...
pourquoi cette expression, elle s'est inscrite dans le droit. Elle n'existe plus en droit français, elle a été supprimée en 2014, mais elle est restée très très longtemps dans notre droit. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette expression de bon père de famille ? Ça vient de Napoléon, qui d'autre au Code civil de 1804, qui est... Alors après, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais c'est peut-être un des projets les plus misogynes qui a été écrit. Lui-même se référait au droit romain. Enfin, il revenait à des références de droit romain. Donc, en bon père de famille, ça vient là. C'est une idéologie, en fait, qui défendait autour de la structure familiale, de l'autorité du chef de famille, en miroir un peu avec l'autorité du chef de la cellule politique ou nationale, enfin, en tant que pays. Voilà, comme Napoléon, il est hyper misogyne à plein d'endroits. C'était la notion de chef de famille. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Elles étaient mineures jusqu'au mariage, quand elles passaient de la possession du père à la possession du mari, alors que les fils avaient une majorité. Enfin, il y avait plein de... Voilà, ça vient du Code Napoléon. Voilà. Et qu'on a détricoté au fur et à mesure, en laissant les femmes travailler, en retirant chef de famille. Et là, en 2014, une des dernières modifications, c'était d'enlever en bon père de famille comme référence juridique, quoi. Et ça perdure dans les mentalités, ça ne suffit pas de le supprimer dans la loi. Il y a l'idée que... la façon dont les pères s'occupent des enfants, de leur famille, etc. C'est ça la norme et c'est ça le bon comportement. Quoi. Voilà, là, c'est juste, c'est raisonnable, c'est modéré. Vous écrivez que l'idéologie des bons pères de famille, elle repose sur un certain nombre de mythes. Et le premier mythe, c'est que y a certaines violences punitives qui sont légitimes dans la sphère familiale. Donc que les pères ont toujours de bonnes raisons en fait, de perpétuer les violences. Ouais. Et ça, vous le montrez avec des brèves de journaux, parce que vous analysez ce qu'on appelle les faits divers, et notamment la façon dont on raconte les faits de violence des hommes contre les femmes et les enfants. J'en lis quelques-unes, c'est ce que vous mettez dans le livre. Vous mettez par exemple, voilà, on peut lire des choses dans la presse récente. Ivre, il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. Elle peine sur les mots croisés, il électrifie. Sa compagne mange une pizza au chorizo, il la mord et lui arrache un morceau de doigt. Il frappe sa compagne parce qu'elle ronfle. Voilà. Il menace d'égorger sa femme parce que la pizza n'est pas cuite, etc., etc. Voilà. Et quand on lit ces exemples, on se dit quelle loi, à part celle des bons pères de famille, a été transgressée. Qui c'est qui décide que la pizza est pas assez chaude, que le ronflement est trop fort, que les grumeaux dans la pâte à crêpes c'est inacceptable, c'est pas dans les textes de loi. Donc ça interroge quand même de présenter un féminicide, là, je crois qu'il y a des féminicides ou des faits de violence intrafamiliale, sous l'angle du motif du bon père. Comme si c'était entendu qu'il avait peut-être le droit dans son foyer de maintenir l'ordre comme il l'entend. Mais comment ça pourrait être écrit autrement ? Ça pourrait... je ne sais pas si le motif des grumeaux dans la pâte à crêpes est recevable. On pourrait présenter juste un nouveau cas de violence intrafamiliale et puis parler de sa peine de prison ou recontextualiser dans une approche plus globale des violences. Pourquoi c'est important ce motif individuel ? Moi, je l'entends comme... il avait bien raison, elle avait qu'à faire attention aux grumeaux dans la pâte à crêpes. Et d'ailleurs, celui-là, je m'en rappelle par cœur de cet exemple, c'est un vrai exemple. Je me souviens avoir été confrontée à celui-là sur Facebook à l'époque, et en commentaire, c'était que des blagues. C'était « en même temps, on rigole pas avec la pâte à crêpes, il a bien raison, moi j'aurais fait pire ». Donc c'est en plus un motif pour ces gens-là de se retrouver et de dire « je te comprends mieux ». Donc moi, c'est hyper humiliant et dégradant pour les victimes, qu'on nomme pas et qu'on présente comme des enfants qui ont mal agi, alors qu'en fait, elles sont victimes de violences, quoi qu'elles fassent, elles subissent la violence, c'est pas lié à leur comportement. Vous dites que le deuxième mythe sur lequel le discours des bons pères de famille s'appuie, c'est, ça je l'ai aussi beaucoup entendu, on en a parlé quelques fois dans l'émission, c'est l'idée que les mots, ça fait plus mal, voire aussi mal que les coups. Ouais, grand classique de l'affaire Kanta, Jonathan Daval, et puis... Moi, je tire l'extension jusqu'au procès Bayon là, qu'on a contre Alors, on va expliquer donc l'affaire Kanta. Vous parlez du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, l'ancien chanteur de Noir Désir. Quand vous parlez de Jonathan Daval, c'est le meurtre d'Alexia Fouillot qui a été donc tuée par son mari, Jonathan Daval. Et les procédures Bayon, on va en parler un peu plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée que les mots, ça fait plus mal que les coups ? Pour ces deux cas, on est dans 2 féminicides. Donc, c'est des meurtres par le conjoint qu'on nous a présentés comme des accidents et qu'on a ensuite justifiés par le comportement de la victime
pour Marie Trintignant, on lui a reproché d'avoir poussé à bout Bertrand Cantat, parce qu'en fait, elle écrivait des textos à son ex, enfin, on sait tout, maintenant ça a été raconté, et il lui a dit d'arrêter, elle lui a dit non, et donc c'est ces mots à elle qui auraient déclenché la violence physique de Bertrand Cantat. Et on nous présente ça comme une réponse adaptée. Et c'est pareil pour Jonathan Daval, dont on a présenté Alexia Fouillot comme hystérique, sous traitement hormonal parce qu'elle essayait d'avoir des enfants. On a déterré des SMS où elle lui disait des choses, effectivement, pas... Enfin, il y avait des insultes parfois. Mais du coup, on utilise la parole des femmes pour justifier une réponse par la violence physique. Et donc, moi, ça m'interroge déjà de mettre tout ça sur le même plan. Et surtout, ça a des conséquences après dans la sphère publique. Notamment quand Dominique Besnéard avait dit sur un plateau télé en parlant donc c'est un producteur de cinéma. Oui, c'est un agent de cinéma ouais. Qui avait dit sur un plateau télé au sujet de Caroline Duhas que ce qu'elle disait l'embêtait et qu'il aimerait bien la gifler. Là, on est dans un exemple public, enfin dans la sphère publique et sociale, d'une volonté de punir physiquement la parole des femmes qui irait trop loin aussi. Donc je trouve que ces exemples se répondent et qu'on peut aussi faire le lien avec les procédures bâillons qu'on connaît depuis MeToo. C'est des femmes qui parlent, qui s'organisent. Même bien avant. Bien C'est-à-dire avant. qu'à chaque fois que des femmes ont porté plainte pour viol, pour agression sexuelle, pour harcèlement sexuel, etc., il y a eu des procédures lancées par les hommes accusés pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Voilà. Et donc, c'est des procédures qu'on appelle officieusement des procédures bâillons. Voilà, donc qui empêchent de parler. Qui empêchent de parler. Et je trouve qu'il y a un lien à faire peut-être entre ces deux choses-là. En fait, l'idéologie des bons pères de famille, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transposer toujours dans l'espace public et dans l'espace familial des mécanismes. Alors, en exemple, je peux parler d'une affaire de Musique2, parce que j'ai fait partie du collectif Musique2 France. Donc, le mouvement Musique2, qui est le mouvement de dénonciation des violences sexistes et sexuelles à l'intérieur du secteur de la musique. Et c'est vrai que c'est une caractéristique qu'on retrouve en France, que vous avez montré avec d'autres autrices, qui est qu'en fait, chaque secteur semble avoir connu son moment MeToo. Il y a MeToo théâtre, MeToo pour le cinéma, MeToo pour la cuisine, etc., avec beaucoup d'articles, d'enquêtes pour chaque secteur, mais pas d'unification, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, j'ai fait partie de Musique2 France, donc c'est dans le secteur des musiques actuelles. Et puis, on a un exemple flagrant. Moi, je trouve que celui-là, il est édifiant. On a des multiples témoignages de viol et d'agression sexuelle. On a des vidéos qui pointent un artiste donné, que je ne peux pas citer pour l'instant. Une enquête est en cours, et je crois qu'il a été mis en examen maintenant. Mais lui porte plainte en diffamation contre ses victimes. Il a le droit. Sauf que ils le font tous, hein. Son procès aux assises va arriver dans 3-4 ans. Lui, son procès en diffamation, il a déjà eu lieu. C'est-à-dire que le procès en diffamation a eu lieu avant d'établir la vérité des faits. Et en France, les procès en diffamation sont obligatoirement instruits. Quand on voit les chiffres de condamnation des violences elles-mêmes, des violences sexistes et sexuelles, on voit qu'il y a un double standard. Comme si la réputation, c'était plus important que l'atteinte à l'intégrité des corps, puisqu'on va juger systématiquement, c'est obligatoire, tout procès en diffamation. Il y a un juge qui va voir toutes les affaires et qui va statuer. Pour les violences sexistes et sexuelles, on a souvent des non-lieux. Des correctionnalisations, c'est quand on ne va pas jusqu'au procès en assises et qu'on va au tribunal correctionnel. Et c'est très rare que les gens soient finalement condamnés. Donc, dans ce sens-là, je trouve que la société reproduit cette idée que les mots font plus mal que les coups, avec un système qui prend plus au sérieux les plaintes en diffamation. Il les prend pas plus au sérieux, mais en tout cas, il les juge systématiquement. Et là, on n'a pas de problème de déficit de la justice ou de manque de budget pour les affaires de diffamation. C'est jamais un sujet. Et quand il y a des affaires comme ça où la diffamation contre les victimes est jugée avant les crimes et délits présumés des accusés, ça pose question quand même. Je vais vous faire écouter des petites voix de bons pères de famille. Le féminisme, c'est une très grande cause. Mais il est dévoyé quand il est excessif. Ce mouvement de libération de la parole des femmes doit continuer. Il est utile, il est nécessaire, même si pour l'instant j'en suis provisoirement, j'espère le moins longtemps possible, une victime collatérale. Mais
il est indispensable. Il ne faut simplement pas qu'il soit dévoyé par des paroles d'affabulation ou des paroles qui serviraient des intérêts de notoriété ou de promotion d'un livre. Ça, c'est vraiment pas bien. Oui, mais je suis tout à fait favorable à ce mouvement de libération des femmes. Mais je suis totalement opposé à la délation. Qu'est-ce que vous entendez là, Rose Lamy? Donc on a entendu... C'est mes blind tests spécialisés. Blind tests de parole. Ouais, je les ai. Bon. On a entendu PPDA et Éric Briand. Et Éric Dupond-Moretti. Donc on a entendu notre ministre de la Justice en France, interviewé aux 20h de France 2. On a entendu Patrick Poivre d'Arvor, interviewé sur Quotidien en 2021. Et on a entendu Éric Briand, qui donc a été accusé nommément par Sandra Muller dans un tweet qui disait « Balance ton porc », où elle racontait des propos sexistes qu'il lui avait tenus. Et on l'entendait dans la matinale de France Inter. Ces 3 exemples-là, vous en parlez dans votre livre. Pour vous, ils sont caractéristiques du discours des bons pères de famille. Pourquoi ? C'est complètement caractéristique du discours parce qu'on est sur une ligne de crête entre donner l'apparence de s'intéresser aux droits des femmes, parce que c'est quand même mal vu maintenant et très ringard d'être un gros macho. Donc on va dire que bien sûr MeToo, c'est nécessaire, qu'il faut que le mouvement continue, que c'est un mouvement d'émancipation historique. Et à la fois, on va ajouter un petit « mais » toujours en fin de phrase pour nuancer, voire des fois complètement contredire l'essence même du mouvement, mais bref. Et c'est souvent quand on est impliqué soi-même en tant qu'homme accusé ou quand un ami est accusé. Donc il y a ce discours de façade de ne pas avoir de mots assez forts contre les hommes violents et à la fois de toujours considérer qu'on ne peut pas l'être parce que dès qu'on est accusé, on va dire qu'on va nier et dire qu'on ne l'est pas. Là, on rappelle que PPDA, donc Patrick Poivre d'Arvor, il y a quand même plusieurs dizaines de femmes qui ont porté plainte contre lui. Oui, et puis il y a les témoignages en plus et agressions sexuelles. Ouais. Voilà. Donc, bon. En 2019, 2 livres sont parus qui appuient aussi ce que vous montrez maintenant dans votre livre. Martine Delvaux, qui est une autrice québécoise, a sorti un livre intitulé « Le Boys Club ». Elle utilisait ce mot de boys club, donc le club des garçons, pour montrer la solidarité dont font preuve les hommes entre eux, la façon dont ils s'observent, ils s'écoutent, ils se soutiennent et ils excluent les femmes. Et puis, il y a eu un excellent essai de Valérie Rey-Robert qui s'appelle « Une culture du viol à la française », où elle montrait, avec bon nombre d'exemples, comment la culture du viol en France, elle s'appuie aussi sur un certain nombre de mythes sur les violeurs. Et donc, par exemple, sur le fait que les violeurs, c'est les étrangers, c'est les pauvres, c'est les frustrés sexuels, enfin, en tout cas, c'est jamais la catégorie à laquelle on appartient. Ouais. Voilà. Et donc, il me semble que vous prolongez, en fait, ces idées-là avec le concept de bon père de famille. C'est quoi la différence entre le Boys Club et le club des bons pères de famille ? Le Boys Club, ça va parler plutôt de la structure et de l'organisation. Et moi, je reste vraiment toujours dans le discours. Donc, j'avais besoin d'un mot qui me permette d'assembler des discours qui étaient portés à d'autres endroits de l'échiquier. C'est pas forcément des personnes qui appartiennent à la même fraternité ou à la même entreprise, en fait. Donc moi, j'avais l'impression que c'était plus transversal. Ça intègre aussi les réseaux sociaux. Donc Valérie Robert, elle montre dans son essai que, pareil, en théorie, tout le monde est contre le viol et que ce que font les hommes qui appartiennent à cette catégorie, quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient d'ailleurs, c'est toujours autre chose. C'est pas du viol, c'est de la séduction, c'est du consentement, c'est de l'incompréhension, que sais-je. Les violeurs, c'est les étrangers, les musulmans, si on est musulman, c'est les riches, si on est riche, c'est les pauvres, si on est pauvre, c'est les francs-maçons, enfin, que sais-je. Bon, en fait, c'est toujours quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, et vous dites c'est la même chose, en fait, avec toutes les violences, en réalité, les violences patriarcales. Et vous donnez plusieurs exemples de ça, donc on en a eu d'autres depuis 2019. En 2022, on a eu un exemple éclatant à gauche, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est l'affaire Adrien Quatennens. Ouais. Qu'est-ce que cette affaire ? Donc Adrien Quatennens est accusé de violence par son épouse. Ils sont en pleine procédure de séparation. Il reconnaît qu'il l'a giflé. Ouais. Et une partie de la France Insoumise, donc du parti auquel il appartient, et le chef surtout de la France Insoumise, le défendent et disent que c'est pas si grave. En quoi l'affaire Quatennens, c'est caractéristique de l'idéologie des pères de famille? Moi, j'ai été sidérée par cette histoire et je pense qu'un grand nombre de femmes aussi.
Ça s'inscrit dans un temps où on s'est quand même mobilisé pour voter en masse pour la NUPES, pour s'organiser à gauche, pour essayer de faire front commun, en se basant sur le discours féministe qui était celui de LFI, sur le programme qui porte des propos très féministes. Donc on est dans cette ambivalence du discours qui est à peu près parfait. Alors, il y aurait des choses à dire, mais voilà qu'on pourrait considérer comme parfait pour une action politique. Et puis, les faits et la manière dont on se comporte une fois qu'on est soi-même concerné, ce qui est quand même toujours la même histoire, en fait. Et là, on a vu la solidarité masculine en action, et cette solidarité organisée autour du fait qu'il fallait résister à la parole, encore une fois, des femmes et des féministes. Et ils n'ont pas besoin de se le dire en plus. Ils n'ont pas besoin de s'envoyer des messages genre « soutiens-moi ». C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Après, le niveau de conscience, ils s'interrogeraient. Mais il fallait minimiser, légitimer et surtout protéger Adrien Quatennens. Et moi, ce qui m'a sidérée dans cette histoire, c'est qu'il a fait lui-même un communiqué. Donc là, on est à la source du discours des bons pères de famille, parce que c'est lui-même qui écrit. Qui est père de famille, d'ailleurs. Enfin, pas besoin forcément d'être père, d'ailleurs, pour être un bon père de famille, où il y a des femmes qui ont des discours de bons pères de famille. C'est vraiment plutôt un concept abstrait. En tout cas, pour revenir à Quatennens, il écrit lui-même dans son communiqué qu'il a giflé son ex-compagne, enfin son ex-femme, il parle d'autres épisodes de violence, qu'il lui a un jour confisqué son téléphone, et qu'en essayant de le reprendre, il l'a poussé, puis il lui a fait mal au coude. Il raconte tout ça lui-même, et après, il écrit qu'il n'est pas un homme violent. Donc moi, après, je suis un peu basique, hein, mais c'est qui un homme violent si c'est pas quelqu'un qui commet des violences? Donc ils ont vraiment une sorte de dissociation mentale où eux ne peuvent pas intrinsèquement être violents, mais par contre, ils vont commettre des actes de violence qui vont appeler des dérapages, comme vous disiez, des rapports de séduction, des accidents, des maladresses. En fait, ils sont dépourvus de l'intention de nuire aux femmes dans leurs croyances. Et c'est cette croyance qui les amène à écrire des aberrations pareilles. Je commets une violence, première ligne, deuxième ligne, je ne suis pas un homme violent. Pourquoi, à votre avis ? C'est ce que j'explique dans le livre. Il y a un discours de déni. C'est difficile de se dire qu'on appartient à un groupe d'oppression. Enfin, moi, en tant que blanche, quand j'ai réalisé que je participais, que je bénéficiais d'un système raciste, voilà, c'est sûr que ça remet en question et c'est pas agréable, ça pique. Et donc là, se pose la question de l'ego ou de l'orgueil. Et je crois qu'il y a aussi l'observation empirique par ces gens-là que ces défenses fonctionnent. Et qu'en fait, c'est une manière de faire diversion et du coup de ne pas avoir à trop se poser la question soi-même. Donc, parce que ça marche, ça veut dire que c'est un discours qui marche. Ça marche, ouais. D'ailleurs, dans le livre, vous faites un parallèle que j'ai trouvé très éclairant. Vous dites que quand vous avez travaillé plutôt à la SNCF, ouais, vous travaillez à résoudre des problèmes des usagers. Oui. Et donc, à la SNCF, comme dans d'autres endroits, quand on rapporte un problème, il y a des procédures pour traiter ce problème. Donc, il y a des scénarios, en fait. On dit, il s'est passé tel problème au niveau de l'achat du billet, la procédure à suivre, c'est celle-ci. Et vous dites, en fait, les hommes, quand ils sont accusés de violence, ils suivent le même genre de procédure. Ils ne le font pas consciemment, bien sûr, mais en fait, ils remarquent comment les autres se sont débrouillés avec les accusations, se sont débrouillés dans telle ou telle situation, comment ils se sont défendus, et ils imitent, ils font pareil. Oui. C'est des procédures, c'est des process de communication de crise. En fait, à la SNCF, il y a tellement d'incidents, c'est pas pour balancer, mais c'est une tellement grosse structure avec tellement de circulation qu'il y a des modèles d'incidents qui sont théorisés. Pour les bons pères de famille, oui, moi je le vois, je le constate sur les réseaux sociaux, comment ils s'imitent, comment une sortie médiatique d'un bon père de famille qui va passer sur un plateau télé, va se retranscrire après dans la section commentaires. Et moi, j'avais parlé de l'affaire Daval sur Instagram. Et il y avait une abonnée qui était venue me dire qu'elle avait un copain qui travaillait dans la police et que c'était devenu un mot de faire une Daval. Donc, une stratégie de dire c'était de sa faute. Voilà, c'était rentré dans le langage courant. Donc, j'imagine qu'il y a plein de bons pères de famille accusés de violence ou de féminicide qui vont se dire, qui vont essayer d'imiter son discours à lui parce que peut-être qu'ils ont vu que ça avait marché quelque part dans l'opinion publique. Après, je pense qu'il y a des bons pères de famille qui savent très très bien
produire du discours et qu'ils font assez consciemment. Et puis, je pense que la grande majorité suit ou s'interroge pas. Donc, pour les bons pères de famille, évidemment, les hommes violents, c'est jamais eux, ce sont les autres. Là, on voit que ça fonctionne à plein dans un contexte raciste, où on vit actuellement, où vraiment... le discours public, les politiques menées sont de plus en plus ouvertement racistes, et notamment islamophobes. Voilà. Pour les bons pères de famille, c'est bien pratique d'accuser les étrangers, les musulmans, les arabes, toutes sortes de catégories, qui sont pas blancs. De les accuser d'être des hommes violents. On voit par exemple que même le Front National, donc le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National maintenant, ils semblent même adopter le discours de défense des femmes et des droits des femmes en prétendant que les hommes violents, ce sont les étrangers, les immigrés, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours fémo-nationaliste, c'est-à-dire le mix entre un discours féministe et un discours nationaliste. Moi, quand j'ai commencé à lire En bon père de famille, déjà, cette introduction où vous faites preuve de vulnérabilité, vous montrez que, en fait, votre père n'était pas celui qu'on pensait. Et je pense qu'en réalité, on est beaucoup dans ce cas-là, à ne pas oser, et en particulier quand on est féministe, à ne pas oser dire qui était notre père, comment il se comportait en réalité, parce qu'il y a toujours cette idée que si on est féministe, c'est qu'on a un problème avec son père, quoi. Ce qui me fait penser à cette expression... populaire en anglais, moins en français, mais l'idée qu'on a des daddy issues, donc on a des problèmes avec son père, et qu'en fait, si on est, si on a tel ou tel problème dans sa vie, c'est parce qu'on n'a pas réglé ses comptes avec papa, quoi, en gros. Comme si on était responsable de ce que nos pères avaient fait. Et donc, je trouve ça très courageux. Et je me le suis dit, ça. Je me suis dit tout de suite, si je donne cette information publique, on va me tomber dessus en me disant, tout son discours et son engagement s'explique parce que son père était violent. Et j'ai cru... Et j'ai cru que ce serait une faiblesse parce que ça m'enlevait du territoire, entre guillemets, de l'objectivité et que ça me plaçait dans un point de vue situé de victime. Et j'ai cru que c'était mal. Et en fait, j'ai compris que c'était déjà un point de vue partagé par plein de personnes et que c'était ce point de vue qui me donnait la force de faire cette analyse. J'aurais pas pu aller aussi loin dans la réflexion si j'avais pas eu ce point de vue situé. Et puis voilà, faut aussi revenir de cette histoire d'objectivité. C'est les premiers à commenter les violences faites aux femmes, la stratégie féministe, alors qu'ils font eux-mêmes partie du groupe oppresseur. Donc je pense que sur le manque d'objectivité, faudrait s'occuper d'abord de cette question avant de parler de la mienne ou de celle des victimes, quoi. Oui, avec l'idée qu'il n'y a pas forcément d'objectivité en fait qui tienne, qu'on est tous situés en fait dans le monde patriarcal. Il n'y a personne qui peut être objectif. Il n'y a pas d'objectivité. On trouverait ça louche si des patrons venaient dire aux syndicats pour lutter contre nous, il faudrait plutôt vous y prendre comme ça. On trouverait que le point de vue est biaisé et puis qu'ils sont jugés partis. Mais pour les bons pères de famille, c'est normal de donner des conseils sur la manière de les affronter aux féministes. Et en plus, c'est eux qui vont nous accuser de ne pas être objectifs, alors qu'ils sont complètement biaisés par leur situation dans l'oppression sexiste, quoi. Au tout début de l'entretien, vous dites que vous vous posiez la question de qu'est-ce que je fais de mon père, du coup, vu que je veux pas le diaboliser, dire c'est un monstre, un fou, horrible et tout ça, alors que, en fait, statistiquement, ce qu'il a fait est normal et banal. Et vous voulez pas non plus dire oui, mais il dérapait. Donc, comment est-ce qu'on trouve une voie, comment vous l'avez trouvé, entre désaimer votre père, décider de le rejeter, d'avoir une image extrêmement négative de lui, ou occulter la violence et être dans le déni? J'ai trouvé cette voie grâce à ma mère qui avait fait le travail, elle, parce qu'elle en avait jamais parlé, elle nous en avait jamais parlé. C'était un peu su dans la famille, mais bref, c'était un déni de famille, un secret pour moi parce qu'on m'en avait vraiment jamais parlé. Mais ma mère avait eu le temps d'y réfléchir et elle me disait qu'il fallait accepter ce qu'il était en soi. C'est-à-dire que c'était aussi bien le conseiller municipal qui donnait son sang et qui avait une très bonne image sociale et qui a aidé beaucoup de gens et qui a été un partenaire de vie de ma mère au début, qui a eu 4 enfants, et à la fois cet homme violent. Et c'est hyper difficile de faire l'exercice de la nuance. De se dire, c'était ça, il était les deux à la fois, en fait. Plutôt que de tomber dans les discours de binarité, c'est d'accepter sa propre nuance à lui, ce qui nous renvoie à notre propre nuance, parce que quand on commence aussi à regarder les violences intrafamiliales, il faut réaliser qu'on est
aussi victime et bourreau. On a tous probablement eu des mots envers sa famille qui relevaient peut-être de la violence. Moi, je sais que j'ai des nièces, je les ai déjà fâchées, j'ai déjà donné une fessée. Donc, le regarder en face lui, ça m'a permis de me regarder en face moi et de voir l'ampleur des violences intrafamiliales et de toutes les questions qui restaient à soulever. Donc, c'est un regard de lucidité, c'est dur. C'est réaliser qu'en fait, les humains sont plein de choses et sont à l'intersection d'être générateurs de violence et de les subir. Donc c'est une vision beaucoup plus large de la problématique, moins binaire. Et je crois que c'est celle-là qui peut mener à la réparation déjà des victimes et à la mise à jour et à la lutte contre les violences intrafamiliales. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, transposé à la sphère publique ? Tous les hommes, là, dont vous avez analysé le discours dans le livre et dont vous analysez le discours sur le compte Instagram, qui perpétuent des violences, les nient, sont, eux, enfermés dans cette binarité-là où ils nient la violence, où ils la rejettent sur les autres. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour eux ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit par rapport à Bertrand Cantat. C'est qu'en tant qu'homme de gauche, très politisé, anticapitaliste, tout ça, il avait un rôle à jouer sur la question. Il aurait complètement pu avoir un tout autre discours. Il aurait pu dire, écoutez, voyez, en fait, on n'est pas à l'abri. Moi-même, je suis un homme violent. Je vais essayer de réparer, s'excuser, reverser, quand il est revenu peut-être sur le devant de la scène, expliquer, au lieu de toujours nier et d'accuser la victime, proposer de redistribuer une partie de ses droits d'auteur à des associations, je sais pas. Un discours comme ça, c'est quelque chose que j'attendrais. Moi, j'essaye maintenant de voir en creux ce qu'on attendrait, en fait, de ces réactions. C'est vrai que je vous pose la question, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'en fait... Il y a plein de manières de réagir. Une fois qu'on a établi qu'ils sont toujours dans le déni et la diversion... Je n'ai jamais trouvé un exemple qui était salué. C'est-à-dire que, pardon, mais moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'un mec essaie de faire quelque chose, ça ne va pas. Ouais, j'ai pas de... Par exemple, on a eu, et pour des bonnes raisons, hein, mais il y a eu, par exemple, la lettre d'un violeur dans l'IB. Ouais, mais là, c'était le 8 mars. C'était pas que ça, le problème. Oui, il y avait... C'était pas que ça. Et puis même, après, faut se méfier de réinstrumentaliser la réparation pour passer pour le nice guy. Mais c'est pour ça que je vous pose la question très sérieusement et au premier degré. Qu'est-ce qu'on attendrait ? Il faudrait sortir toujours du discours de façade, exactement à l'inverse du discours des bons pères de famille. Il faut pas que ce soit de façade, donc peut-être des actes. Parler de thérapie, parler de processus de réparation à la demande des victimes ou pas, parler de reversement à des associations... je sais pas, faire le geste de se dire j'ai peut-être pas le droit de revenir sur le devant de la scène et d'être célébré. Par rapport à Johnny Depp, moi je suis optimiste et je suis sûrement naïve, mais il y avait plein de manières aussi pour lui de réagir. Donc je recontextualise parce qu'on a un peu parlé de Johnny Depp. Donc Johnny Depp, cet acteur mondialement connu, dont un tribunal en Angleterre a reconnu le fait qu'il avait commis des violences avérées contre Amber Heard et donc elle avait le droit et que le journal avait le droit de le traiter de cogneur de femme. Voilà. Et ensuite, il y a eu ce deuxième procès extrêmement médiatisé aux États-Unis que lui a intenté contre Amber Heard pour diffamation et qu'il a gagné. Et qu'il a gagné, ils ont tous les deux perdu, mais il a gagné dans l'opinion publique. Et donc, par exemple, pour lui, alors c'est vrai qu'à chaque fois maintenant, j'y repense, quand là je me balade dans les rues et je vois des publicités avec la tête de Johnny Depp avec marqué « Sauvage ». Par Dior. Bon. Dior qui fait des t-shirts « We should all be féministes » par ailleurs. Et donc, par exemple, qu'aurait dû faire Johnny Depp dans un monde idéal ou qu'aurait dû faire Adrien Quatennens, mais pour les deux cas, ça m'intéresse. Ouais, alors après, c'est que mon avis, et je suis très optimiste et naïve, vous allez voir dans ma tête. Je sais pas, Johnny Depp, déjà, il aurait pu ne pas attaquer en diffamation The Sun, faire son travail d'introspection. Après, toute la polémique qu'il y a eu, être un peu moins... je sais pas, peut-être refuser une célébration à Cannes où il est tellement vocal par rapport à toute la sphère un peu masculiniste, où il y a tellement d'hommes qui le suivent, qui pourraient faire un travail de pédagogie pour essayer d'expliquer sincèrement ce qui s'est passé. Quatennens, il aurait pu expliquer un peu à la Cantat que oui, aucun homme n'est à l'abri de commettre des violences, qui fait partie de ce groupe-là, qui va travailler sur lui, qui va peut-être partir un an... de la sphère médiatique pour essayer de travailler sur lui. Moi j'imagine plein de
de manières de faire qui seraient alternatives et qu'on. Mais c'est vraiment intéressant parce que il faudrait Moi, je l'ai vu une fois dans le cas d'Adrien Quatennens, une lettre qui avait été écrite par un anonyme qui disait voilà, Adrien, ce qu'on aurait aimé lire. Vous avez fait de la communication de crise. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait être de la communication de crise sincère, sincère, et féministe, parce que, voilà. de la part des hommes qui sont accusés de violence, qui peut servir pour des hommes dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien déjà, la communication de crise, ça va être hyper bateau, mais la sincérité, ça se ressent. Donc il faut déjà faire une introspection sincère, une reconnaissance sincère des faits, s'excuser, se mettre en retrait, réfléchir sincèrement et après recommuniquer un moment quand on pense avoir fait le travail. Et puis aussi accepter, donc là on parle de la partie discours, mais qu'il y ait des conséquences dans les faits aussi. C'est pas parce qu'après on a fait ses excuses qu'on revient comme s'il s'était rien passé. Ça a des conséquences. On entend que quelqu'un qui a un casier judiciaire, par exemple, vienne pas travailler, ait pas le droit d'être fonctionnaire ou ait pas le droit de travailler auprès des enfants. On l'entend ça. Donc il faut qu'il y ait des conséquences aussi, peut-être sur l'accès à la notoriété ou sur le fait d'être présenté en exemple ou célébré. Et donc, soit que l'ensemble de la société arrête de le faire ou qu'on se dise soi-même, en tant que personne incriminée, je suis peut-être pas la bonne personne pour monter les marches de Cannes cette année, compte tenu de la séquence qui vient de se passer. Bon, ça, c'est très naïf d'espérer qu'ils le feront un jour, mais en tout cas, c'est comme ça que je verrais la solution. Ouais. En fait, sortir du discours déjà pour... Donc du discours des bons pères de famille, discours des bons pères de famille pour reconnaître les violences, reconnaître qu'on fait partie du groupe des hommes violents, et après, dans la manière de s'excuser ou de reconnaître, sortir du discours aussi. Pour terminer, Rose Lamy, est-ce qu'il y a une œuvre d'art que vous souhaiteriez recommander aux auditoristes ? Oui, donc... moi, j'ai adoré le film Barbie. Alors, je sais que ça fait pas l'unanimité dans les milieux féministes, mais... Donc, le film Barbie de Greta Gerwig, qui a explosé tous les records d'entrée, je crois, et qui, effectivement, fait débat dans les milieux féministes, mais pas que. Qui fait débat dans les milieux féministes. Et moi, j'ai une position très pragmatique sur le sujet. Je trouve que c'est une porte d'entrée féministe. J'ai vu qu'on ne pouvait pas... se contenter de ça. Moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas de livres féministes à la maison. Moi, je me suis construite avec la pop culture et les médias. C'est pour ça que j'utilise ça comme support de démonstration. Et je sais que si j'avais eu 14 ans au moment de la sortie de Barbie, ça aurait probablement bouleversé ma vie par toutes les références et les pistes que le film offre. Alors évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, c'est pas le féminisme théorique auquel j'adhère après 10 ans de travail théorique à lire des essais féministes, certes. Ça ne résout pas la question du sexisme en un film, mais je trouve que ça pose des graines que, en plus, il faut admettre que nous, avec les livres qu'on fait, les pages qu'on fait, les podcasts, tous les médias qu'on a, on touche pas toutes les femmes en France. D'ailleurs, il y a le baromètre du sexisme en 2023 du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes explique que 23% des femmes n'ont pas entendu parler de MeToo en France. Donc, ça veut dire que malgré tout ce qu'on fait, tous les efforts qu'on fournit, on touche pas tout le monde. Donc, qu'il y ait un objet culturel qui puisse avoir cette force de frappe avec un discours même imparfait, mais qui peut les aider à prendre conscience et à s'émanciper un peu. Moi, je signe. Moi aussi. Et puis en plus, moi j'étais très heureuse de voir mes jouets de petite fille prendre vie. Voilà, et en plus... Je pense on donne rarement de l'importance aux rêves ressentis et tout des petites filles. Ouais, puis il y avait un j'ai trouvé de Barbie. Que j'étais très contente de voir ces jouets-là et j'ai beaucoup rigolé et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. C'était le 85e épisode des Couilles sur la table. Merci à Quentin Bresson pour l'enregistrement, à Naomi Titi pour la production, le montage et l'édition, à Estelle Collat pour la réalisation, à Lise Niederkorn et Jeanne Longhini pour la communication. Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio qui existe depuis septembre 2017. Vous pouvez réécouter tous les épisodes sur votre plateforme préférée et vous pouvez continuer de nous écrire. On lit vos courriers à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.